Bonsoir. Alors, juste pour prendre un petit temps, je suis le dernier intervenant, je n'ai pas besoin de la télécommande. Merci. Juste pour avoir une idée là, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui passent une bonne soirée, ça me donnera une idée. Ah, super. Ah, ok. Alors, j'avais préparé plein de choses pour ce soir. J'ai changé plusieurs fois ma présentation et puis finalement, j'ai décidé de venir avec rien du tout, ou plutôt avec moi, et de parler, on vient de parler de chirurgie, de venir vous parler avec mon cœur. Donc, opération à cœur ouvert ce soir avec vous. Donc, pas que je fasse de grandes confidences, hein, désolé, mais vous présenter un petit peu mon travail. Et avant de vous présenter mon travail, je crois que j'aimerais vous parler un petit peu de moi. Comme chacun d'entre nous ici ce soir, on vient chacun avec notre histoire et puis notre héritage. Alors moi, j'ai grandi dans une famille, j'ai envie de dire, privilégiée. J'avais toujours à manger dans mon assiette, j'avais toujours à manger pour mon cœur. D'ailleurs, j'ai hérité d'un bon coup de fourchette, que ce soit pour les nourritures du ventre ou les nourritures du cœur. Et puis, donc, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué fort, et je pense que ça a conditionné les choix, des choix de vie à mon adolescence, et puis dans le métier que je mène aujourd'hui. J'ai vécu comme un décalage fort. Je vivais dans un appartement, il y avait une grande porte en fer forgé, et que j'ai découvert en fait assez tardivement, qui est devenu symbolique pour moi. À l'intérieur, donc du côté intérieur de la porte, c'était le monde du dedans, et c'était le monde chaud, le monde aimant, le monde sécurisant. Je pouvais vivre ma vie d'enfant avec l'innocence qui le caractérise. Et puis le monde du dehors, de l'autre côté de la porte, c'était la réalité du monde dans toute sa diversité, avec des choses merveilleuses, et puis des choses, moi, qui m'ont assez marqué, fort, enfant. J'ai encore l'image d'un petit garçon qui vivait à côté de chez moi, je devais avoir 9-10 ans à l'époque. Et puis ce petit garçon, je le voyais, il était mal habillé, ça se voyait qu'il avait des carences. Et je le voyais de temps en temps ramener son père ivre chez lui à la maison. C'est des images comme ça qui m'ont marqué très fort et qui ont fait émerger chez moi des grands questionnements. Mais pourquoi, hein, pourquoi il y a des gens qui vivent, qui sont bien, et pourquoi il y a des gens qui vivent et qui ne sont pas bien? Donc il y a eu un mélange comme ça d'émotions assez fortes. Et je pense qu'à cette époque-là, en tout cas à l'adolescence, j'ai développé une maladie qui est la honte. La honte, en fait, d'avoir, moi, des parents aimants, un cadre structurant, toujours à manger à la maison. Et puis, cette honte, elle s'est mélangée avec de la culpabilité, avec de la colère, de la rage, avec un grand cri de « mais pourquoi, hein, pourquoi tout le monde n'a pas moi ce que j'ai, quoi ?» Donc à mon adolescence, ça m'a emmené dans une descente aux enfers, me ment, pour paraphraser mon collègue Thomas Dansbourg. Et j'ai commencé à fréquenter, voilà, à passer du temps avec des jeunes qui vivaient, eux, dans grande souffrance et dans des environnements très violents. Et je pense que c'était une manière pour moi de mettre du baume sur mon cœur. Hein, d'une certaine manière, voilà, je suis comme vous, je suis avec vous, et puis on partage les mêmes souffrances. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, pour moi, l'équilibre, il a été retrouvé, m'entraînant dans la chute. Et il y a un événement, il y en a eu beaucoup. Je pense que l'amour et la confiance que j'ai reçu de mes parents, même quand la confiance n'était pas là, a été très forte. Et puis il y a un événement qui a été marquant pour moi, parmi d'autres. Je me souviens un jour, mon père, il est venu. Je ne sais plus ce qui s'était passé, hein, mais c'était difficile pour eux, hein, d'être témoins de ce que je vivais. Et un jour, il est venu s'asseoir par terre dans ma chambre. Et puis à ce moment-là, il m'a partagé toute la tristesse, toute la peine qu'il avait sur le cœur, sans reproche ni critique. Et ça, waouh, ça a été du lourd pour moi à ce moment-là. Et c'est pas seulement une rencontre entre le père et le fils que ça a permis à ce moment-là, c'est vraiment une rencontre de cœur à cœur. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte vraiment de la puissance et du pouvoir de la vulnérabilité. Et c'est un petit peu de ça que j'ai envie de vous parler de ce soir. La communication non violente, c'est pas seulement dans des situations tragiques de la vie. Hein, il y en a plein, des situations tragiques. D'ailleurs, je pense que ce qui m'a donné de l'espoir et de l'envie d'aller dans cette voie, c'était de voir Marshall Rosenberg, qui a été l'initiateur de cette approche, travailler avec des communautés ethniques qui étaient en conflit, avec dans une même salle des gens qui se sont entretués, hein, voilà, qui a tué la mère de l'autre, qui a violé hein, donc des circonstances vraiment dramatiques, et que dans ces circonstances-là, ils arrivaient
avec un travail et surtout beaucoup d'écoute, de patience et de bienveillance, à retrouver un équilibre et de l'harmonie entre les personnes. Donc il y a des circonstances tragiques et puis il y en a d'autres, il y a des petites choses qu'on vit dans notre quotidien qui nous pourrissent un peu la vie. Hein, et puis voilà, comme le disait tout à l'heure, voilà, ça peut être dans le couple, dans l'entreprise, dans la famille. Moi j'ai une petite fille de 2 ans, elle me dit des choses horribles comme non. C'est dur à vivre des fois. C'est dur à vivre. Donc la communication non violente, c'est pas seulement pour gérer des conflits, c'est aussi pour s'embellir la vie au quotidien. Hein, donc pour ceux qui ont des petits-enfants, sachez qu'à l'âge de 2 ans, les enfants ils disent beaucoup non. En fait, ils disent pas non. Ils disent oui à leur singularité. Et en fait, personne ne dit jamais non. On dit tous oui à quelque chose et à un besoin qui est propre. Hein, donc ça peut acheminer pour vous, hein, pour ceux qui ont des enfants au moins. Voilà, donc la communication non violente, d'où ça vient? Donc j'ai dit, ça a été créé par ce monsieur qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui s'est inspiré beaucoup de démarches portées par Gandhi, Martin Luther King, donc des hommes qui ont promu la non-violence dans leur combat, si je peux utiliser ce mot-là, social et humain. Et puis, il a été psychologue clinicien. Il a quitté la psychologie clinique parce qu'il en avait assez de mettre des étiquettes sur des gens. Il s'est rendu compte que de dire à quelqu'un qu'il est schizophrène ou paranoïaque ou psychotique, ça l'aide pas forcément à guérir. Et il s'est orienté vers un courant de psychologie qu'on appelle la psychologie humaniste, dont un des grands-pères fondateurs est Carl Rogers, qui a développé tous ces concepts d'empathie, en tout cas au niveau des sciences de la psychologie, d'empathie et d'écoute active. Donc quand on entend parler d'écoute centrée sur la personne, d'écoute active et d'empathie, il y a un certain nombre d'éléments qui viennent de cette approche-là. Voilà, donc pour revenir à cette histoire que j'ai pu vivre avec mon père, ça c'est peut-être un autre message que j'ai envie de passer ce soir. Je pense que les jeunes aujourd'hui, en tout cas moi ça a été mon cas et mon expérience, on arrive dans un monde qui n'est pas forcément très joyeux. Et des fois je me dis vraiment, en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour offrir et accueillir nos enfants dans des meilleures conditions, quoi. Et par rapport à ça, pour les parents qui ont des adolescents, les adolescents ne sont pas en crise, ils cherchent la lumière. Et pour revenir donc à cette expérience avec mon père, je crois que ce soir-là, sans le vouloir et sans le savoir, il m'a partagé un grand secret, le secret des alchimistes, le secret qui permet de transformer ce qui plombe en or. Et le secret de ce qui peut transformer ce qui nous plombe en or, pour moi, ce soir-là, ça a été la bienveillance. Et je vois que dans notre manière d'être en relation avec nous-mêmes et en relation avec les autres, on prend rarement le temps d'écouter dans notre cœur ce qui se passe. On parlait ce soir en introduction que cette soirée, c'est les explorateurs. J'ai parcouru le monde dans plein d'endroits. Je n'ai pas été partout, il reste encore beaucoup à faire. Mais je vois que le chemin, des fois le plus périlleux et le plus long, c'est celui qui nous mène de la tête au cœur. Et je dis ça parce que je vois qu'on vit dans un monde de représentation. On est un peu dans une dictature de la représentation. Chacun a ses opinions, chacun a ses représentations du monde, avec ses valeurs, avec ses points de vue, avec ses jugements sur les situations. Et on est finalement toujours à se rencontrer dans nos représentations. Évidemment, comme on est tous différents, avec des représentations du monde qui sont différentes pour chacun, il y a rarement des moments où on arrive à se rencontrer et à se rejoindre. Ce que permet la communication non violente, c'est de voyager, d'aller au-delà de nos représentations pour pouvoir nous rejoindre. Donc, j'étais un petit peu ennuyé parce que je me disais, ce soir, je me dis, voilà, j'ai envie de partager la communication non violente et dans mon travail, je mets beaucoup d'attention à ce que chacun puisse vivre une expérience. Et je me rends compte que c'est comme si je venais un petit peu vous parler d'une randonnée et sans vous emmener avec moi sur le chemin, quoi. Donc c'est un petit peu un défi. Je vais quand même vous donner quelques éléments. La première chose qu'on tente de faire en communication non violente, c'est justement de faire la distinction entre nos représentations, nos points de vue, nos idées, nos vues, nos opinions, et ce qui est du factuel. Je peux prendre un petit exemple simple. Si je suis élève dans une classe et puis
L'enseignant me dit que je ne suis pas sérieux, que je ne tiens pas en place, qu'il faut que je me calme. À ce moment-là, donc il est dans le jugement, dans la représentation, dans la critique. Et à ce moment-là, moi j'ai du mal à me représenter en tant qu'enfant qu'est-ce qui est important pour l'enseignant. Ce que j'entends, c'est la critique, donc ça peut générer de la fermeture. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, quand quelqu'un vient vous faire un reproche, une critique, en général. On a du mal à ouvrir grand le cœur et puis dire oui, je vois bien ce que tu veux dire et je comprends ce qui est important pour toi. Ça a plutôt tendance à rentrer soit dans la justification, soit dans l'attaque. Et donc, qu'est-ce que nous permet la communication non violente? Ça va être déjà de bien distinguer ce qui est de l'ordre du subjectif, de mes représentations, et ce qui est de l'ordre de l'objectif, du factuel. Et là, typiquement, si je reprends l'exemple dans la classe, peut-être qu'à un moment donné, je me suis levé ou j'ai jeté mon stylo sur un autre élève. Ça, c'est les faits. La critique, le jugement, le subjectif, c'est il n'est pas sérieux, il ne tient pas en place, il ne sait pas se tenir, il ne respecte pas ses camarades. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? C'est une chose simple. Une fois qu'on a fait déjà la distinction entre les faits et ce que je me raconte, je vais aller écouter ce que je me raconte. Et en général, toute notre attention, elle est focalisée sur ce que l'autre ne fait pas de bon. Et là, plutôt que de focaliser mon attention sur l'autre, je vais tourner le projecteur à l'intérieur. Et puis, je vais regarder qu'est-ce que ça me fait, moi, quand je vois ça. Donc, si je prends l'exemple de cet enseignant, ça va être de dire, peut-être, moi, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, j'ai 30 élèves devant moi, j'aimerais tellement arriver au bout de ma séance, et puis là, je ne sais juste pas comment faire quand Alexis il jette son stylo dans le visage de l'autre, et puis je me sens un peu démuni, j'aimerais avoir du soutien, parce que j'ai besoin d'une certaine attention pour pouvoir faire mon programme. C'est ma fille. Donc la communication non violente, qu'est-ce qu'elle va nous inviter à faire? Essentiellement, c'est à se mettre à l'écoute. Et qu'est-ce qui va nous permettre de se mettre à l'écoute? C'est de pouvoir regarder les choses avec ce que j'appellerais un détachement passionné. C'est-à-dire à la fois avec de la distance, une distance qui va me permettre d'éviter de m'identifier d'une certaine manière, et puis passion, c'est-à-dire avec curiosité, amour et bienveillance. Et c'est cette qualité de présence et d'écoute qui va me permettre d'identifier ce qui est en jeu pour moi à chaque instant. On parlait de la violence au début. La violence, Marshall disait une chose qui m'a beaucoup aidé à rejoindre l'autre dans des moments où j'ai du mal à comprendre pourquoi il réagissait comme ça, pourquoi il fait ça, ou des fois ça me choquait même. La violence, c'est l'expression tragique ou maladroite d'un besoin non satisfait. Derrière chaque comportement, il y a un besoin qui est en jeu, un besoin universel. Un besoin, c'est une force fondamentale de vie qu'on partage tous en tant qu'être humain. Et donc de comprendre ça, moi je vois que ça m'aide énormément dans ma vie déjà à apprendre à me connaître. Et puis en plus d'apprendre à me connaître, à pouvoir développer ma capacité à pouvoir rejoindre l'autre dans ce qu'il vit et dans ce qui se passe pour lui. Alors pour terminer, j'aimerais dire juste une dernière chose, c'est que à un moment donné, je pense que si on a vraiment envie d'arriver à se rencontrer dans notre singularité, que ce soit dans des moments conflictuels ou dans des moments du quotidien de la vie, eh bien, pour pouvoir se rencontrer dans notre singularité, une chose qui peut nous aider, c'est de se rejoindre à un endroit où on partage tous la même humanité. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne continuation, une belle soirée.